Bonjour à tous et à toutes. Hier, Netflix a diffusé un reportage, une espèce de documentaire que beaucoup de monde attendait. Alors c'est tout de suite, je vais remettre les choses à plat tout de suite. Il n'y a rien d'important, c'est du divertissement pur. C'est le documentaire sur la vie de Nicolas Anelka, enfin du moins une partie de sa vie, de sa carrière surtout de footballeur. Donc rien de folichon, rien d'important, c'est de la distraction pure. Simplement, donc j'ai vu ce documentaire, je l'attendais. Au-delà du fait sportif, c'est du fait médiatique du personnage de Nicolas Anelka qui a été construit dans ce pays. Et son personnage, moi, il m'a toujours fasciné par rapport à justement l'utilisation qu'on en fait les médias de lui, et puis maintenant de Benzema, et puis de Ribéry aussi. Enfin, tous les joueurs, beaucoup de joueurs de foot de l'équipe de France, hein, on va parler de l'équipe de France, ont été utilisés souvent, très souvent, pour des fins politiques, et ils ont utilisé la presse, qui les a suivis pour faire passer leur message, peu importe lequel d'ailleurs. Et voilà, donc là, le côté intéressant de ce documentaire, c'est qu'il revient, et il dure 1 heure et demie, et il revient à la fin du documentaire sur le fameux épisode en Afrique du Sud du bus où les joueurs ont fait grève et n'ont pas voulu descendre, etc. Donc ça fait un scandale. Ensuite, il y a eu l'histoire d'Anelka avec D'abord, justement, avant l'épisode du bus, c'est l'histoire d'Anelka qui, à la mi-temps du match France-Mexique, aurait dit des injures que je ne répéterai pas. Fils de... Mais tout le monde a bien compris ce que c'était. Donc ça a permis encore une fois, de stigmatiser les jeunes, de citer les Africains, les Arabo-musulmans, etc. Et ils sont pas éduqués, et en plus ils portent le maillot de l'équipe nationale, donc ils humilient la France, etc. Enfin, le discours classique. Donc ça, cette histoire, c'était en 2010. Et donc, dans ce documentaire, et il explique en particulier, surtout donc les 15-20 dernières minutes du documentaire, sur l'épisode donc du bus. Enfin, tout ce qui s'est passé, et c'est très intéressant. Et moi, ce que j'ai aimé, et c'était vraiment ça qui m'intéressait en réalité, c'était de décortiquer l'emballement médiatique et la puissance de la machine médiatique quand elle veut broyer quelqu'un. Quand elle veut le broyer, elle cherche pas en France, hein. Et je pense qu'on peut l'extrapoler à toutes les nations. Quand elle veut briser quelqu'un et l'humilier et faire passer un message particulier, elle a aucune retenue, et tout le monde suit. C'est-à-dire que tous les journalistes qui sont là, donc il y a les directeurs et les rédacteurs en chef qui font donc la ligne éditoriale du journal ou de la chaîne de télévision ou de la station de radio, qui décident de ce qui va être diffusé. Je parle dans la presse, hein. Je parle dans l'actualité, je parle pas spécialement du divertissement, je parle vraiment quand on veut quand il y a un sujet à passer en priorité ou à mettre en tête de couverture ou en ouverture d'un journal. Donc il y a le directeur éditorial qui gère tout ça. Donc il y a une rédaction et il y a un directeur éditorial, donc ils débattent et ils se disent voilà, on va faire ça, on va mettre tel sujet en avant, tel sujet on va le traiter à la fin et de manière très rapide. Ces sujets-là, on les traite pas. Donc ils choisissent, c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans ce qui va être diffusé, ce qui va nous parvenir aux oreilles, et aussi ce qui va être utilisé de manière répétitive. C'est-à-dire ce qu'on va de force vous mettre dans l'esprit, parce qu'on va en faire un tapage. La presse a ce pouvoir-là. Et en France, vous le voyez bien dans le coronavirus actuellement, mais pas que, mais en France, on a réussi à le faire à tous les niveaux, peu importe le domaine, hein, que ce soit dans le sport, dans l'actualité classique, que ce soit dans le cinéma, le divertissement, quel qu'il soit. On a réussi à chaque fois à utiliser la presse dans un but précis, et c'est pas du tout dans un but d'information. Et servir surtout une propagande, et souvent mensongère. Et pour ce qui nous concerne, justement, dans le cas de Nicolas Anelka, c'est du mensonge de A à Z. J'ai aimé le joueur de foot, parce que j'aime le foot dans le premier sens du terme, parce qu'il est devenu, mais dans le sens passion, technique, jeu, amusement, dans le sens propre et sain du terme. Je parle pas du reste, divertissement, abrutissement et adoration, ça devient une divinité. Ensuite, je parle du sport, football. Je suis pas du tout dans ce délire-là, j'ai jamais été dans ce délire-là, mais je suis dans le premier sens du terme, voilà. Et pour ça, quand je regarde un joueur comme Anelka ou même Thierry Henry, c'était des joueurs exceptionnels, fantastiques. Je parle vraiment purement sportif. Après, ceux qui supportent pas qu'on parle de sport autre que... Et si on parle de quelque chose de plus... Il faut toujours revenir à quelque chose de sérieux. N'écoutez pas cette vidéo. Même si ce que je dis est sérieux, mais c'est le sujet en lui-même, le vecteur de ce sujet, c'est la distraction, donc il n'y a pas d'importance. Mais quand il y a les médias qui arrivent derrière, c'est pour surtout décortiquer le fonctionnement des médias que j'utilise cette vidéo, ce sujet pour pour expliquer tout ça. Donc en tant que tel, voilà, j'aime ce joueur de foot en tant que tel qu'il a été, et je parle pas de ses idées politiques, hein, ça, le coup de la quenelle qu'il a fait il y a 7-8 ans, il en parle d'ailleurs, mais de manière assez rapide dans l'entretien.
Pour moi, c'est pas le sujet. Je rentre pas dedans vraiment. C'est pas le sujet dont je parle. Mais je parle vraiment du footballeur. Je le trouvais exceptionnel. Il avait un caractère ingérable, mais en tant que joueur, c'était du haut niveau, avec des hauts et des bas évidemment, comme par plein de joueurs. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je le respecte en tant qu'être humain. Et ensuite, voilà, dans le documentaire, on voit un peu son caractère, sa façon de voir les choses, le monde dans lequel il est, un monde de requins, il faut pas l'oublier. Il y est arrivé. C'est ce qui est intéressant à voir, c'est que d'où il vient, son milieu social, familial, son éducation, sa banlieue d'où il était, donc Trappes, avec donc Omar Sy comme ami d'enfance et la famille de Bouz, si je dis pas de bêtises. Il y a un de ses frères qui parle d'ailleurs. Et donc c'était des amis d'enfance, c'est vraiment ses amis. Il a grandi avec eux. Il a fait l'INF Vichy, Clairefontaine, pardon. Donc c'est l'apprentissage, c'était pas encore le PSG, c'est l'Institut National du Football, où il y avait Thierry Henry, il y a plein de joueurs, Ben Arfa est passé, énormément de joueurs, donc des très bons joueurs. On n'y arrive pas par hasard à l'INF Clairefontaine. C'est vraiment la crème de la crème des joueurs qui ont du potentiel. Donc il a été là-bas à 13 ans, donc on le voit, et ensuite il a été acheté par Paris, et ensuite c'est l'oseille qui rentre en compte, c'est devenu une marchandise, le joueur de foot. Donc tous, ils sont passés par là, hein. Les joueurs comme Anelka, Thierry Henry, Zidane, pour ne parler que d'eux, mais tous les joueurs que vous connaissez, et quand ils sont passés par un centre de formation et quand ils ont commencé à exploser, c'est devenu des produits, vraiment. Donc c'est un milieu de rapaces, donc c'est du capitalisme pur sauvage, bon ça vous l'aviez compris. Et puis on en arrivé à l'épisode du bus, donc juste pour dire ce qui s'est passé, et ensuite je vais revenir un peu en arrière. Et je vais décortiquer l'utilisation des médias pour inventer une histoire et pour se faire un petit billet polémique, médiatique et financier sur le dos d'un joueur qui est lui-même un produit. Et donc on arrive en 2010, Anelka il est out au niveau du jeu, il est pas très bon, c'est clair, il joue quand même le premier match, il est pas très bon, d'ailleurs il est pas le seul, hein. Le deuxième match c'est une catastrophe, à la mi-temps il rentre tous au vestiaire, match qualification 0-0 contre le Mexique, à la mi-temps Esclandre avec Domenech qui l'alpague et qui lui dit t'as été bonvé ou quelque chose comme ça, enfin peu importe. Anelka pète un plomb et il l'envoie chier. Il l'envoie chier avec certains termes, sauf que l'info sort et l'info dit que c'était ces vulgarités, fils de. Donc Domenech ne dit rien, la presse elle sort l'info, donc le journal L'Équipe qui sort cet article, cette information donc en page de couverture, en gros, la TF1 s'y met, enfin toutes les chaînes elles s'y mettent, la radio, les journaux étrangers. Et donc l'info, voilà, c'est avéré, c'est enchaîné. Anelka a insulté l'entraîneur, il mérite d'être dégagé. Donc ce qui se passe, il le vire, on le vire. Sarkozy prend la parole et il dit si c'est des choses qui ont été dites vraiment, c'est quelque chose de grave. Le président de la République, il rentre dans une histoire, c'est pour vous dire le niveau. Alors pour ceux qui s'en rappellent, tant mieux. Ceux qui n'ont pas connu ça ou qui étaient un peu trop jeunes, c'était il y a juste 10 ans, 10 ans pile poil, c'était en été 2010, juin 2010. Quand on voit ça, on se dit ouais, c'est quand même grave. Ou alors c'est du vent, et on en fait une tonne. Parce que pour que le président parle d'un événement footballistique, des insultes dans un vestiaire, qu'on a rapporté. Jusqu'à là, on a dit que Anelka il a rien dit, il était parti, il avait pris son avion, je ne sais pour aller où. Et la presse, elle s'y est mise, et il n'y avait plus que ce son de cloche. Anelka a insulté l'entraîneur, il l'a traité de tous les noms, donc. Après, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, les joueurs, hein. Et ils ont rédigé cette lettre. Et dans ce bus-là, donc ils étaient donc tous, hein, toute l'équipe, à 100%, hormis Anelka qui était parti. Et ils ont refusé de descendre, et il y a eu la grève du bus, etc., tout ce qu'on voudra. Donc humiliation de la France, l'autre il jette son sifflet, l'autre il gueule il s'embrouille avec l'autre, avec un des joueurs, etc. Et Domenech qui lit cette lettre et qui fait la victime. Il est pris en otage par ses joueurs. Donc on a dit les joueurs millionnaires, honte pour la France, etc. Après cette grève-là, on est d'accord, c'est du foutage de gueule intégral des millionnaires qui vont chipoter pour ça. Et quand on a comme meneur de jeu qui décide, donc les cerveaux c'est Evra et compagnie, on est mal, très très mal. C'est du sous-niveau de l'intellect. Ils jouent bien au foot, mais c'est au niveau intellect, au niveau stratégie. C'est pas les meilleurs, surtout pas à cette époque-là. Evra et je crois qu'il y avait Galas et je ne sais plus qui d'autre, mais c'était un petit peu ça. Et donc à l'époque, et Gourcuffet, tout l'allant, c'était les gentils. Il y avait aussi, les gens l'ont oublié, le gardien titulaire, c'était, comment il s'appelle là, Loris, l'alcoolique au volant. C'est vrai qu'il est tellement gentil. Celui qui voulait se friter avec son coéquipier il y a pas longtemps là. Celui qui s'est pris un super but en finale de Coupe du Monde. Enfin, j'aime bien faire les dossiers. J'aime bien quand on rappelle tous les défauts de tout le monde. Ça, c'est important. Pas seulement de ceux qui nous arrangent, comme l'aime le faire Eric Zemmour avec Benzema ou Ribéry, parce qu'ils sont arabo-musulmans pour Ribéry. Ou Anelka, qui est aussi donc musulman. Parce que là aussi, l'élément, il est là. C'est un musulman. Il s'est converti très jeune, Anelka. Il s'est converti, je crois que c'était à l'époque du Real, quand il a fait son transfert. Il s'est converti donc relativement jeune.
Et on lui en a voulu d'ailleurs. C'est une des raisons pour laquelle il a été mis au banc. Pas seulement, hein, et footballistiquement aussi, mais une des raisons qui a fait que. Et ça, je l'invente pas parce que je l'ai entendu de quelqu'un de très proche d'Anelka qui connaissait bien sa famille. Donc quelqu'un qui l'a connu et qui me l'avait. Je vais pas dire qui est cette personne, mais il m'a expliqué qu'à l'époque du Real Madrid, quand il a fait le transfert, il a eu des soucis en particulier à cause, entre autres, hein, et je répète, entre autres, à cause de sa conversion à l'islam. Et puis il avait une forte tête, un fort caractère, ça aide pas. Il avait des choses à dire en frontal et les gens n'aiment pas. Et il avait aussi ses torts, évidemment. Donc toujours est-il que Anelka est accusé de tous les torts, de tous les noms, de tous les mots. C'est la une, elle sort et on dit c'est bien ce qu'il a dit, etc. Il y a une info qui est sortie du vestiaire, donc un joueur a balancé, l'info est arrivée et on a dit que voilà, ça s'est passé comme ça. Et sur ce, bah voilà, on en a parlé, on a insulté les banlieusards, les afro-musulmans, les gens qui respectent pas la France, et ça a bifurqué sur vous êtes tous des sauvages. Et il y avait juste 4 ans avant, faut pas oublier le coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du Monde. Coupe du Monde qu'il a porté sur ses épaules jusqu'au bout, c'était une équipe de moribonds. Il l'a ramené lui et 2-3 joueurs qui étaient revenus, mais lui essentiellement parce qu'il avait une aura et un niveau de jeu exceptionnel. Il les a montés jusqu'en finale et après on lui a chié à la gueule parce qu'il a mis un coup de boule à un Italien, à Materazzi, et parce qu'il avait insulté sa mère. Ah, il y en a qui réagissent, il y en a qui réagissent pas. Il y a différentes raisons, ok. Ah, chacun voit midi à sa porte, mais je parle même pas de ça, s'il l'a bien fait ou pas, c'est pas la question. C'est le traitement qu'il y a eu derrière, et à cette époque-là, déjà en 2006, c'était encore... Tout de suite, c'est devenu l'arabe à éviter, le voyou, la racaille. Zidane, hein, le bien propre sur lui, joueur de foot, qui est très calme dans la vraie vie. Alors, ils vont nous sortir comme Eric Zemmour ou d'autres l'ont sorti. Il a pris 14 rouges dans sa carrière, c'est pas possible, ça se voit que c'est un sanguin. Mais qui a pas joué au foot, qui n'a jamais mis de coup? N'importe qui a joué, peu importe son niveau, hein. Je parle en club, hein, évidemment, pas forcément dans son quartier. Quand vous faites un match dans un club, vous faites des compétitions, des tournois, ou que ce soit, voilà, peu importe, championnat. Quand vous avez un match de foot, il y a des coups qui se mettent, il y a des mots sympathiques qui s'échangent, et de temps en temps, vous faites sanctionner si l'arbitre vous voit. 90%, il voit pas les petits coups, les petits coups de poing dans le dos, les coups de genoux en sautant, les petits coups de coude bien emmenés qui sont discrets, ou les petits taquets en traître comme il faut. Et à vous de pas en prendre un autre derrière, c'est tout. Tout le monde faisait ça. Donc il y en a qui arrivaient à le faire discrètement, d'autres pas. Mais et des insultes pour vous démoraliser, que ce soit dans les équipes de jeunes ou les injures familiales, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça a toujours existé. Si vous avez joué au foot, vous savez tout ça. Donc les noms d'oiseaux, les coups, tout ça, ça existe. Donc les maîtres, et puis tout le monde, il n'y a pas de différence. Tout le monde en donne, tout le monde en met des coups, tout le monde en donne des mots, tout le monde en échange. Je vois pas le problème, sauf que quand c'est un mec, et si on veut utiliser politiquement une personne connue, parce qu'elle a une origine ou une croyance ou elle a tenu des propos qui peuvent être utilisés, eh ben on l'utilise. Zidane, il était maghrébin, c'était son tort. Voilà, son tort c'était d'être maghrébin. On le voulait président en 98, en 2006 on lui a chié à la gueule, mais quelque chose de gentil, monumental. Mais Anelka c'est pareil, ils l'ont utilisé, et c'était donc 4 ans après, encore une fois Coupe du Monde, la diversité des équipes de France, toujours des maghrébins, des noirs. Toujours est-il que ça a toujours été un élément politique, c'est d'utiliser les sportifs de coloration différentes. Ça a toujours été utilisé entre guillemets à bon escient à des périodes précises pour lancer des sujets, des débats sociaux en France. Donc parler d'immigration, d'islamisation, etc. Comme à un moment il y avait l'histoire des buffets halal, à l'époque de Domenech d'ailleurs, où notre très cher ami, comment il s'appelle, il est du Havre. J'ai oublié son nom là, tout petit par la taille. Il avait fait le film Substitute. Il avait pas joué. Vicage de Rasso, voilà. Lui, il avait parlé, et je sais pas s'il avait fait exprès, il avait annoncé, ouais, en équipe de France, les buffets, ils sont tous halal. Et parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont musulmans dans l'équipe de France. À l'époque, il y avait Benzema, il y avait Ribéry, qui jouait encore, et il y avait Abidal, je crois encore, et quelques autres. Et donc, tous les buffets sont devenus halal. Et là, faut pas le dire. Et là, ça a fait un scandale. Et tout le monde a monté au créneau, et l'islamisation de la France, le grand remplacement, etc. Et donc l'info sort et on utilise ça. Roselyne Bachelot, elle monte au créneau, et etc. Roselyne Bachelot qui elle est revenue d'actualité. Hein, donc l'année d'avant, en 2009, elle nous avait sorti l'histoire des vaccins H1N1. Il fallait se vacciner 6 fois ou 7 fois d'affilée. Elle avait commandé ses 96 millions de doses, je crois, pour à peu près 2 milliards d'euros qu'on a payé de nos poches, évidemment. Ça, c'était en 2009. Et donc en 2010... à l'Assemblée nationale, elle arrive, elle raconte des caïds de quartier face des enfants apeurés, des caïds immatures face à des enfants apeurés. C'est pas normal qu'ils fassent respecter la loi, qu'ils fassent la peur, la terreur, etc. Donc elle a commencé à l'Assemblée nationale. Je sais pas pourquoi le sujet a été emmené là.
Assemblée nationale. À l'époque, c'était Ribéry qui, soi-disant, mettait des tartes à Gourcuff, en parallèle de l'histoire de... C'est sorti en même temps, en parallèle à l'histoire d'Anelka et des insultes. Il a insulté... Anelka a insulté son entraîneur, les plus grosses vulgarités possibles, et en parallèle, Gourcuff se prend, soi-disant, se mangeait des tartes de Ribéry, qui Ribéry, lui, malheureusement, il est musulman. Et en plus, il a le délit de sale gueule, le pauvre. Donc ça aide pas, et en tout cas ça a servi encore une fois à Bachelot de briller, de ramener ça au devant de la scène, et ça a continué comme ça pendant des semaines et des semaines et des mois. On s'est foutu de la gueule d'Anelka, des cités, des gens, des religieux, voilà, etc., tout ce qu'on veut, jusqu'au moment où, quelques années après, Domenech, il a démenti finalement, il a bien dit qu'Anelka n'a jamais dit les insultes proférées dans le magazine L'Équipe, il a juste dit... Simplement, en tout et pour tout, et je répète les propos qu'il a tenus Domenech, t'as qu'à la faire ton équipe de merde. Voilà ce qu'il a dit à Anelka. Et comparativement à ce qui a été écrit 10 ans, 8 ans avant, ça n'a rien à voir. Sauf que ça fait 8 ans ou 9 ans, enfin à l'époque où il a fait cette déclaration, et il a rien dit, Domenech. Il a rien dit à l'époque où l'info est sortie. La presse le savait. Que c'était pas les termes qu'il avait utilisés Anelka, ils l'ont quand même publié à la une, ils l'ont utilisé, répété ensuite sur le plateau, dans les interviews, dans la presse, sur les sites internet, et répété en boucle sans arrêt. Et donc à cette époque-là, tout le monde cachait la vérité. Alors encore une fois, le sujet est léger, mais l'utilisation de la presse, elle est monumentale dans cette façon de faire, de mentir, de cacher. Tout le monde, tous les gens dans ce milieu-là, ils le savaient que c'était faux. L'info était revenue, Anelka a dû le dire, mais je pense qu'il l'a dit des milliers de fois, tous les joueurs le savaient que c'était faux. Enfin, ceux qui ont entendu, personne n'a rien dit, ils ont tous fermé les yeux, volontairement, ça servait à un but politique. Jusqu'à ce que Domenech, 8 ou 9 ans après, donc, le dédouane, rétablisse la vérité. Et ça, c'est magnifique. Donc, Domenech, il a joué la victime, il a fait, quand il est allé prendre l'espèce de courrier que tout l'allant, donc apparemment c'est lui qui l'aurait rédigé. Il l'a lu, il a bien fait sa victime, genre lui-même était pris en otage, donc le secret était là, a été éventé, il a finalement reconnu les choses, mais c'est pas le plus choquant, parce que qu'est-ce qu'il a fait Anelka? Je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas dû en parler pendant des années, et d'autres gens non plus. Dès le 19 juillet 2010, c'est-à-dire quelques semaines, quelques jours après le match, et les propos de la une de l'équipe, Nicolas Anelka intente un procès à l'équipe pour, diffamation envers particulier, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public. Donc voilà, il a attaqué, logique, c'est tout ce qu'on doit faire quand on est dans ce contexte-là, et quand on a les moyens. La diffamation, elle est clairement approuvée. Domenech dément, personne n'a entendu ça, personne, il n'y a pas de reproduction sonore, et personne n'a pu l'entendre, donc ces propos n'ont jamais existé. Et le pire, c'est que... Donc ça c'était le 19 juillet 2010, il a déposé la plainte Anelka, et le 1er juillet 2011, c'est-à-dire quasiment un an, ouais c'est ça, un an, la réponse suite à cette plainte, la voici. Le choix éditorial de sa présentation en une, incontestablement spectaculaire, sinon accrocheuse, relève de la seule liberté d'expression journalistique. Il est admis qu'elle puisse s'accompagner d'une certaine dose d'exagération, voire de provocation. Donc là, la justice, donc il n'y a pas eu de suite, le journal a été tranquillement dédouané en fait. Et à la fin, la justice nous dit que mentir, insulter, inventer des propos, c'est un peu dose d'exagération, mais ça passe. Donc moi je peux arriver, donc si je parle là-dessus, et c'est ce que disait son avocat juste après, en fait maintenant vous pouvez prêter des paroles mensongères à quelqu'un, cette décision fait jurisprudence, vous avez le droit. Vous pouvez dire Tartampion a dit des insultes monumentales, et puis en plus vous vous vendez, parce que ça fait vendre des trucs, et si vous avez un organe de presse, magnifique. Mais totalement mensongère, après vous dites oui mais c'est bon, ça relève de la liberté d'expression journalistique. Si vous avez une carte de presse, vous allez faire ça. Moi, j'aimerais bien devenir journaliste et puis prêter des propos inventés, totalement inventés, farfelus sur mon journal et je le mettrai en gros. Et après, je dirais, c'était la liberté d'expression journalistique. Oh, effectivement, ça relève d'une certaine dose d'exagération, voire de provocation. Mais bon, jurisprudence Anelka. Jurisprudence du 1er juillet 2011. Voilà, on pourra faire ça. On peut faire ça en France, visiblement. Non, vous pouvez pas. Si vous faites ça avec quelqu'un de connu, autre qu'un joueur de foot afro-musulman, autre évidemment, vous risquez de grosses sanctions. Voilà, donc ça c'est génial en France, ça c'est juste magnifique. Donc la presse, elle s'octroie la possibilité de vous broyer
que ce soit une personne ou en France, hein, et là c'est un cas qui vient d'être clarifié maintenant via ce reportage, on l'avait déjà deviné, mais ce reportage-là, l'avantage, c'est qu'il permet de vraiment le voir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et qui ont un peu de mémoire, et surtout, et c'est là-dessus que c'est là où je vais en venir et où je vais terminer, c'est que cette histoire-là, elle part aussi d'une vengeance d'un petit journaliste, il s'appelle Sébastien Tarago, et ce monsieur, ce qui est étonnant, c'est lui qui donc il travaillait à l'équipe à l'époque, donc c'est lui qui a il couvrait l'équipe de France en Afrique du Sud, et c'est lui qui gérait l'équipe à l'époque. Et il le dit, je vais mettre l'extrait audio de ce qu'il dit. Écoutez. Forcément, c'est des gens qui ont été témoins de la scène ou des gens qui ont appris ça par des témoins de la scène, évidemment. Voilà, après, on va pas vous dire quelles sont nos sources, on va pas embêter les gens avec ça, mais voilà, c'est avéré, personne ne dit le contraire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Évidemment, pour nous, c'était une onde de choc, comme pour tous les gens qui l'ont appris ce matin dans le journal. Donc évidemment, fallait le mettre en avant. Voilà. Après, on peut parler de la vulgarité des propos. Voilà, on entend ça de temps en temps depuis ce matin. Voilà, la vulgarité, c'est pas la nôtre, c'est celle de Nicolas Anelka. Nous, on relate ce qui se passe, on relate la vérité quand on arrive à la voir, et je crois que c'est notre métier. Évidemment qu'on réfléchit à tout, on n'est pas complètement stupide, donc on essaye de peser le poids des mots. Après, la décision elle a été prise. Moi, je pense qu'il y a un côté faux cul, excusez-moi du mot, quand on l'aurait dit à l'intérieur, par exemple, mais pas à la une. Bon, ça veut dire quoi? C'est ça un peu qui est curieux quand même dans le procès des moralistes. Et donc, c'est intéressant parce qu'à l'époque, donc c'est sûr, c'est vérifié, c'est bien ce qu'il a dit, on a vérifié, il assume et tout, donc ok, pas de problème. Donc on a vu que c'était faux, sauf que quand on revient, donc ça c'était en 2010, on revient en 2001. Ben, ce monsieur Tarago s'est disputé avec Nicolas Anelka, donc Nicolas Anelka était revenu à Paris en 2001, en 2001 je ne sais plus, enfin en tout cas l'histoire se passe en janvier 2001. Anelka est en entraînement au camp des loges et ce journaliste vient et le salue, mais le salue de manière agressive. Et Anelka il l'envoie chier, il l'ignore, il l'envoie chier, il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et l'autre il le prend mal, il commence à s'embrouiller et à la fin Anelka lui tire une gifle, il lui met une tarte. Et le gars s'énerve, il se fâche et à la fin c'est des insultes, des menaces de porter plainte, etc. pour agression, etc. À la fin il part, il est aigri, il s'est mangé une bonne tarte dans la gueule et je pense que ça lui a pas fait de mal. Et c'était en 2001, il a eu les nerfs, c'est resté, il a rongé son frein, il a jamais porté plainte apparemment, hein. Donc apparemment il n'avait pas grand chose à dire, il y a peut-être de la provocation de sa part aussi, il a dû insulter Anelka, parce qu'Anelka il s'est fait insulter de tous les noms pendant des années, hein. De tous les noms lui et sa famille tout le temps. Et l'équipe était de partie prenante de tout ça à l'époque déjà, hein. Donc à l'époque du Real et à l'époque ensuite quand il est revenu à Paris. Donc je pense qu'il avait une dent contre lui, mais ça ils le disent pas forcément, il avait une dent contre lui, donc cette presse... Et donc, on est vraiment dans le bas fond de la presse, dans le bas fond du métier. C'est une presse sportive qui va chercher à embêter quelqu'un, à lui pourrir la vie pour se faire un petit billet, hein, toujours le scandale et tout. Sauf que là, il s'est pris une tarte dans la gueule. Et après, voilà, il a gardé ça au chaud. Et 10 piges après, et ils ont menti sur Anelka. Et c'était lui-même qui parlait, donc comme vous avez pu l'entendre. Et il dit que non. Et alors maintenant, vous voyez ce qu'il dit sur... donc les gens l'ont attaqué quand ils ont vu le documentaire. C'est revenu à la mémoire des gens. Ils se sont dit, mais c'est vrai que ce mec-là, il avait quand même bien menti, ce Tarago. Est-ce qu'il a peut-être quelque chose à se reprocher? Il a peut-être quelque chose à se reprocher. Et donc là, il répond, voilà, par exemple... donc on a cité tous les noms, donc je passe sur les injures de ce qu'ils mettent. Donc... voilà, il dit sur la thèse de la vengeance, je n'ai pas écrit l'article sur Anelka en 2010. Non, mais c'est toi qui l'as supervisé, c'est toi qui étais le mec qui gérait, qui chapeautait. Tu le dis dans l'interview que tu as donnée à l'époque, c'était à l'AFP. Donc tu mens. Puisque tu chapeautes, tu te renseignes pas, tu recoupes pas tes infos. Hein, ou alors tu fais partie de ce qu'on appelle la prostituée. Elle racole, elle vérifie pas, et puis ça t'arrangeait bien à l'époque. Enfin, ça l'arrangeait bien à l'époque sur Anelka qu'on accuse, ça tombe bien. Donc ça, peu importe, ça m'arrange, je balance l'info, hop. Donc c'est pas crédible, donc c'est absurde, non, sauf que c'est toi qui gérais, le responsable c'est lui qui saute. S'il y a un problème dans une équipe, c'est le responsable qui saute. Cette petite vengeance d'ego, parce qu'il s'est mangé une tarte dans la gueule, il a fait sa victime, et je pense qu'il a mérité vraiment sa tarte dans la gueule. Je dis pas que c'est bien la violence, mais des fois une petite tarte dans la gueule de quelqu'un qui le mérite, et ben ce cher jeune homme, il a réussi parce qu'il était dans le milieu de la presse, etc., à créer un mensonge et à le diffuser et à insulter, à stigmatiser des gens, et ça a servi à la politique, etc. Et à monter les gens dans un mensonge pour du vent, pour un petit ego.
Voilà ce qui se passe en France, comment on peut utiliser la presse dans un sens ou dans un autre en fonction de ses desiderata et en fonction du petit ego du petit journaliste de base qui connaît telle personne, et les gens suivent ensuite. Et là, il y a des gens par contre qui ont des responsabilités pour avoir validé tout ça et avoir insulté des gens et fait ce qu'ils ont fait pendant quelques années à l'époque. Et ils ont continué avec d'autres gens, hein, ils n'ont pas arrêté avec ça. Mais ça, c'est un exemple vraiment particulier. Donc on en est là. On peut inventer des faits, donc qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité, simplement par pur désir de vengeance ou pour désinformation pure, parce qu'on a un intérêt. En France, on le fait. Là, c'est dans le sport, avec ses répercussions sociales et ethnico-religieuses qu'on a utilisées, mais ça peut être dans différents domaines, et c'est dans différents domaines, c'est utilisé depuis toujours. On le fait tout le temps. Et le coronavirus, ça en est un des exemples les plus aboutis. Et il continue à être utilisé, maintenant on est en plein dedans. Mais il faut vraiment avoir conscience de ça, vraiment. Et le pire, c'est qu'ils couvrent tous parce qu'ils le savent, ils connaissent la vérité, ils l'entérinent, ils la laissent passer. Et donc pour terminer, je vais juste reprendre une info qui est sortie récemment, enfin qui est sortie ces jours-ci. C'est sur Coca-Cola. Donc là, il y a une info qui vient de sortir et qui explique comment Coca-Cola a soudoyé des scientifiques pour dire que le sucre n'avait aucun rapport avec l'obésité. Ça, c'est notre époque. Hein. On arrive à révéler des vérités de trahison de scientifiques ou d'autres personnes, donc de pots de vin qui ont été payés, des gens qu'on a achetés pour taire certaines choses. Les gens le savent, dans le milieu le savent que c'est faux ce qu'on annonce. Donc on dit que non, il n'y a pas de lien entre l'obésité et le sucre, et que vous pouvez donc consommer du Coca-Cola ou toute boisson sucrée, peu importe la marque d'ailleurs. Et c'est pas de souci. Et c'est les scientifiques, puisqu'on fait confiance à un scientifique qui vous dit ça, un mec qui a fait des études, etc. Et qui à la fin, parce on lui a donné une petite pile de billets, il valide un mensonge. Et il trompe des millions de gens. Et 30-40 ans après, on finit par avoir l'information, finalement il avait menti. Donc tous les gens étaient dans le secret, ont bien fermé leur bouche, bien comme il faut. Ils sont assis sur la vérité, ils l'ont étouffée, et parce qu'on leur avait donné de l'argent. Et à la fin, une fois que je pense que tous les protagonistes sont plus ou moins morts ou ne risquent plus rien, l'info elle sort. On ne pourra plus revenir en arrière, donc ça ne mangera pas de pain de le dire, ou on laissera les gens parler. On ne les dessoudera pas tout de suite, quoi. Là, s'il y en a un qui parle maintenant, on va le dessouder, mais dans 30 ans, le mal sera fait, on aura atteint l'objectif qu'on visait, donc on peut parler. Une fois qu'on a attaché les gens, on peut leur dire qu'on voulait les piéger, puisqu'on les a piégés, et ça ne mange pas de pain de le dire, donc ça c'est pas gênant. Ils n'ont aucun scrupule à balancer leur plan à la fin, une fois que c'est exécuté. Donc Coca-Cola l'a fait, et puis pareil pour le film sur le tabac, le film Révélation, qui est sorti en 97 avec Al Pacino, 99 pardon, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 99. Donc il faut le regarder. Ils annoncent, ils expliquent comment ils ont pu soudoyer les gens pour cacher le cancer, le lien avec le cancer, tous les produits chimiques, etc. Voilà, on annonce les choses 30, 40, 50 ans après, une fois que le mal est fait. Mais il y a des gens qui sont payés, parce qu'ils sont placés, ils parlent d'un lieu où on les écoute, scientifiques, voilà, et souvent 90% du temps c'est des scientifiques. Hein, ou des gens qui sont vraiment qui ont un poids dans leur discours, on les soudoie ces gens-là. Voilà, on les soudoie vraiment et ils gardent le silence. Et puis ceux qui l'ont soudoyé, et donc il y a des gens qui connaissent cette corruption, ils le savent, ils l'ont vu, ils ont été témoins. Et ils se tairont tous autant qu'ils sont. Ils arrivent à garder le secret pendant 30 ans. 40 ans. Et vous êtes dans le mensonge et vous continuez à avancer dans ce mensonge-là. Votre vie est modifiée par rapport à ce mensonge-là. Et à la fin, on vous dira, bah non, finalement, c'était pas ça. Ou vous l'apprendrez. Mais votre vie, elle a changé. Elle a été modifiée des fois de manière radicale. Voilà, la presse est utilisée. C'était ça le propos de cette vidéo. Alors, j'ai fait des digressions. Je suis parti vraiment dans plein de sens. Et j'ai commencé par le foot, mais c'est ça l'idée. C'était vraiment le processus de détailler le processus de ce mensonge à un petit niveau, mais vous pouvez l'extrapoler donc à un niveau beaucoup plus large. Et ça sera toujours comme ça. Alors, ce qu'ils appellent déclassifier les choses. C'est comme pour Mazarine. Ils l'ont caché, tout le monde le savait. Tous les journalistes le savaient. Que Mitterrand avait une fille cachée, qu'il la finançait, protégée donc par l'argent du contribuable, donc nous tous. Et que tout le monde s'est tu. Tout le monde a gardé le secret. À l'insu des gens. Donc de la presse, alors qu'ils sont censés informer les gens. C'est la presse. Ils apportent des informations. Non, par contre, ils en conservent bien. Donc il y a plein de choses qu'ils conservent là maintenant. Vous pouvez être sûr et certain. Et ils vont jouer le jeu. Comme si de rien n'était. Et si on leur en parle, non, on n'est pas au courant. Et dans 3-4 ans aussi, on le savait. Voilà.
Donc quand vous voyez un journaliste, vous avez du mal à le croire en fait. Pour moi, c'est des menteurs en puissance. Vous êtes un menteur en fait. Quand on devrait parler à un journaliste, on lui dit vous êtes un menteur jusqu'à preuve du contraire. C'est pas vous êtes innocent, vous êtes un menteur jusqu'à preuve du contraire. Prouvez-moi que vous mentez pas. C'est à chaque fois qu'il y a un journaliste qui devrait parler, on devrait lui demander, on devrait lui poser cette question et lui faire cette injonction. Prouvez-moi que vous ne mentez pas. C'est, je pense, la question qu'on devrait poser avant toute chose, avant même qu'il s'exprime. Il devrait montrer que c'est un mec qui dit la vérité ou une nana qui dit la vérité. Tous, hein, tous autant qu'ils sont. Que ce soit ceux qui sont devant les caméras, ceux qui rédigent les articles, ceux qui font leurs recherches. Qu'ils nous prouvent qu'ils sont honnêtes, qu'ils nous le prouvent. Mais il n'y en aura jamais qui vont vous le prouver. En général, ceux qui sont honnêtes, ils sont pas là. Vous les voyez pas. Ils sont vraiment loin du micro. Ils sont loin de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'ils doivent dire. Et même sur le net, hein, la plupart, même s'ils disent des vérités, elles sont pas méchantes. Voilà, vous n'arriverez pas à... Il n'y en a pas un qui va vous dire non, c'est un vrai mensonge, ils sont en train de nous tuer, nous assassiner, nous dépouiller, etc. Tout ce que vous voulez. Ils vous le diront pas. Jamais. Pas aussi directement, pas de cette manière-là. Il y aura un petit bout de vérité, mais ce sera toujours restreint. C'est pour ça qu'ils s'expriment. Si vraiment ils disaient les choses vraiment, ils le diraient une fois, mais ils seraient dessoudés. Je pense vraiment, hein, à différents niveaux. Ils vont pas les mettre une balle dans la tête. Mais il y a différentes façons de faire disparaître quelqu'un, c'est pas un problème. Ils ont de l'habitude, ils ont une longue expérience derrière eux. C'est pas un souci. Donc je voulais revenir sur ce qui s'était passé à Beyrouth le 4 août dernier, donc il y a 3 jours, à l'heure où j'enregistre la vidéo, avec l'explosion monumentale. C'est très intéressant comme la presse a réussi à nous occulter une partie des informations qui sont très intéressantes pour entrevoir la vérité. Parce que ce qui est très surprenant, si on veut vraiment être surpris, parce que sinon on le sera pas, c'est que on a tout de suite à explosion, sans autre piste, aucune autre que celle de l'explosion accidentelle, d'un stock assez monumental quand même, 2300 et quelques tonnes de produits explosifs, j'ai oublié, c'est d'ammoniac, je sais plus, pas dire de bêtises, enfin bref, 2300 tonnes qui ont explosé sur le port, qui donc est entreposé depuis plusieurs années. Et c'était un truc, c'est vrai que 2300 tonnes, c'est gigantesque. Imaginez une palette avec une tonne de produits, ben vous en imaginez 2300 et quelques. C'est un entrepôt immense, voilà. Donc imaginez la puissance que ça a été. Quand on voit l'explosion, ben, c'est un champignon. Parce qu'il y a 300 000 blessés, sans abri, enfin ils sont délogés. Ils ont réussi à tuer, ils disent 150 à l'heure actuelle, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et, par contre, ce qui est intéressant, donc, et là c'est ce qu'on appelle un coup fatal à un pays. Ça, on peut le dire que on n'a pas encore vu toutes les répercussions, mais le port est détruit. Sachant que c'est un lieu de vie important de ressources pour les Liban. C'est un petit pays, le Liban. Il y a le port et les aéroports, mais c'est essentiellement le port. Et là, il est détruit. Il n'y a plus de port. Vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez plus recevoir de marchandises, rien. Et les hôpitaux sont débordés. Il y a beaucoup de trucs qui sont partis, qui sont détériorés. C'est fini. L'économie va mettre déjà qu'ils étaient très très mal. Bref, c'est un coup fatal, ce qu'on appelle un coup fatal à un pays. Ils viennent de le faire avec cette explosion. Sauf que moi, je vais relever une chose d'abord, c'est qu'aucun journaliste en France, aucun, n'a parlé d'attentat. Dans le sens attentat, et là pour le coup, ça ne veut pas être des islamistes, l'attentat qui puisse avoir, si c'est le Haut-Liban, si c'est à Beyrouth, ça ne peut pas être des islamistes. Puisque quand je dis islamiste, je généralise, hein, je reprends les termes de la propagande classique. Donc ça peut être forcément quelqu'un d'autre. Et là, ça sonne pas bon. Donc, on n'en parle pas. Aucun. Le seul qui a parlé d'attentat, c'est l'Égyptien qui se prend pour un Français, là, Messa, enfin, il s'appelle Ossam Messina, Messia, quelque chose comme ça. Le blaireau, là, qui a une gueule de blédard, qui parle comme ça, il était français de souche, alors que il a débarqué du Caire il y a pas longtemps. Je pensais que c'était un Algérien ou un Marocain, en fait, c'est un Égyptien. Messina, Messa, vous voyez qui je parle, il s'appelle Jean. Il s'appelle Ossam ou Nossam ou je sais pas. Bref, un blédard qui vient nous dire tout de suite. Alors lui, il était au taquet, hein, à peine 2 heures après l'attentat. Oui, lui, il dit que c'est un attentat. Lui, c'est le seul que j'ai vu et il a vomi. Eh oui, attentat islamiste. Enfin, il a pas dit islamiste, il a dit attentat. Quand on dit attentat, on sait que c'est islamiste en France. Hein, faut pas chercher à comprendre. C'est des mots qui sont valises, qui sont pas valises, qui sont connectés. Il y a des mots qu'on répète tout le temps et ensuite des associations de mots qu'on répète tout le temps. Puis après, on répète que le premier mot, on dit que le premier mot et l'autre, il est tout de suite suivi dans la télé des gens de manière sous-entendue, mais il est là. Donc, attentat islamiste. Terrorisme islamiste aussi. Ça marche aussi avec différentes combinaisons.
Mais en l'occurrence, c'était ce qu'il voulait dire cet Égyptien de souche, cet immigré. Je vais appeler les gens par ce qu'ils sont, hein. C'est important de le dire. C'est important de savoir à qui on a affaire. Donc cet immigré qui se prend pour un Français de souche, c'est toujours comme ça. C'est toujours des immigrés qui parlent au nom des Français de souche. Chacun parle pour soi. Lui devrait parler pour son histoire égyptienne, pour son arrivée en France. C'est le premier à prendre le bateau le jour où il faudra partir. C'est lui le premier. Lui, ils vont le zigouiller sur place avec sa ganache. Il l'a juste pas compris ça. Donc lui, c'est le premier à vomir son mensonge, terrorisme, machin, etc. Sauf que là, il a pas fait le boulot jusqu'au bout. D'ailleurs, il a plus ramené sa grande gueule. Hein. Je parle sur Twitter. Je vous mets son post. Vous pouvez le voir. Voilà. Et depuis, il a rien mis. Hein. Vous pouvez le voir. Alors peut-être que d'ici quelques jours, il va reprendre. Il va remettre quelque chose, mais je me doute qu'il le fasse. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même quelque chose de monumental qui a été annoncé il y a quelques semaines. Il y a un article de Liban News, Liban News, qui date du 9 juin. Je vais vous le mettre là, 9 juin 2020, et qui dit en substance 9 juin 2020. Hein, j'ai dit bien le 9 juin 2020. Je vais vous le lire, je vais vous m'afficher. Écoutez bien. Israël menace le Liban, qui sera tenu responsable en cas d'attaque du Hezbollah. Donc ça c'était le 9 juin. Qu'est-ce qu'ils disent? Le président israélien Reuven Rivlin a menacé le gouvernement libanais et le Liban d'un coup fatal en cas d'attaque du Hezbollah. Israël, je cite, « Israël tiendra le Liban et son gouvernement comme étant responsable pour toute agression que le Hezbollah pourrait commettre », indique Reuven Rivlin, avant de poursuivre en accusant le mouvement chiite de continuer à acquérir des armes en vue d'attaquer l'État hébreu. Donc toujours le même clic, toujours le même discours, ils se font victimiser, ils créent une menace, et puis ils présentent la solution. Donc ils sont en train d'expliquer que on va vous défoncer la gueule, mais c'est parce qu'on nous a agressé et qu'on menace de nous agresser, donc c'est normal. Mais ils créent un alibi, et en se faisant passer pour des victimes. C'est toujours comme ça avec Israël, tout le temps. Et surtout, donc ils disent, Israël indique, son président frappera le terrorisme, ses commanditaires et ceux qui le financent. Et ensuite, il continue, M. Reuven Rivlin, il précise que son pays n'est pas en guerre contre les Libanais, c'est gentil de le préciser, on n'avait pas remarqué, mais tant que le Hezbollah continue à exploiter le peuple du Liban pour servir les intérêts des pays étrangers, la responsabilité pour le maintien de la souveraineté du Liban, sous-entendu, reste dans les mains de son gouvernement. Il sera donc tenu pour responsable pour toute action commise par le Hezbollah depuis le territoire libanais. Voilà, ça veut dire on va vous défoncer, je ne sais pas ce que ça veut dire de plus. C'était, n'oublions pas, il y a donc 2 mois, pile, un peu moins de 2 mois, parce que c'était le 4, ça arrivait le 4, et eux c'était l'information le 9 juin, ouais, c'est ça. Israël indique le président de l'État hébreu prend toutes les mesures pour prévenir un conflit avec le Liban, mais n'hésitera pas à frapper un coup fatal son ennemi où qu'il existe. Mais je ne sais pas ce qu'il faut comprendre là, ou je ne sais pas pourquoi on ne voit pas les connexions avec cette explosion au port de Beyrouth et avec cet avertissement 2 mois avant du président d'Israël. Je ne vois pas pourquoi on ne comprend pas le lien. Donc pourquoi personne n'en parle? Si, le seul qui en parle, c'est Panamza. Voilà, c'est le seul. Mais c'est pas la presse, c'est pas de la presse mainstream, c'est de l'internet. Donc voilà, ça surgit pas au-dessus. Mais tout le monde se doute que c'est Israël. Sauf que tous les journalistes, tous autant qu'ils sont, tous, ils ne diront rien. Même si le devoir journalistique devrait permettre d'exposer toutes les possibilités. Si on fait un article, on fait une enquête, on se dit voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les possibilités, attentat, accident, autre chose, c'est comme ça qu'on fait. Et ça ramène à AZF. À AZF, et c'est pareil, la presse, elle travaille en fonction des ordres qu'on lui donne. AZF, ça arrivé 10 jours après le 11 septembre, c'était le 21 septembre 2001. On sortait donc des attentats et on était encore, tout le monde était traumatisé et l'usine d'AZF explose. Et il se trouve qu'on est arrivé tout de suite on a parlé tout de suite d'attentats. Bon, on était dans le mouvement. Soit, pourquoi pas, mais pourquoi Toulouse, pourquoi la France, quel rapport avec New York, etc. Il n'y avait aucun lien, absolument pas. Mais le lien, ils l'ont trouvé les journalistes, ils l'ont trouvé tout de suite. Est-ce qu'ils ont cherché? Ils ont cherché un arabe dans l'histoire, ils en ont trouvé un. Et il était mort, donc c'était génial. C'était le cariste qui travaillait là-bas, qui déplaçait des palettes, etc. Il était maghrébin. Et ce qui a validé le fait, donc déjà, parce qu'il est maghrébin, donc déjà, comme dirait Felag, elle est où la preuve? La preuve, c'est lui, il est maghrébin. C'est ça la preuve. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres éléments. Hein. C'est toi la preuve. Ta propre existence, ton appartenance ethnique, religieuse, elle est la preuve que tu es coupable. Donc le gars, ils ont trouvé un maghrébin, c'est génial. Et après, quand ils ont soi-disant, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Apparemment, sa famille a confirmé, mais il mettait plusieurs couches de sous-vêtements
c'est-à-dire plusieurs caleçons, plusieurs slips, pour se rembourrer, parce qu'il trouvait qu'il avait des petites fesses ou quelque chose comme ça, donc il était complexé. Ça arrive, on a tous des complexes dans la vie, on peut essayer, je comprends que ça puisse exister. Et à cause de ça, ils se sont dit, ah oui, donc ça c'est les terroristes kamikazes qui, avant de se faire sauter, apparemment ça se fait, hein, je sais pas si c'est, parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, rien ne prouve que c'est vrai, personne n'est allé autopsier les corps, je veux dire c'est pas moi, c'est pas vous qui sommes allés autopsier les corps des gens qui se sont fait sauter soi-disant, on n'a pas pu voir, et ils disent qu'ils avaient des couches de vêtements empilées pour soi-disant se protéger l'appareil génital quand ils vont partir dans l'au-delà pour aller copuler avec leurs 70 vierges qu'on leur offrira. J'appelle ça du foutage de gueule à l'intégrale, c'est les contes des mille et une nuits, mais c'est pour les mille et un naïfs. C'est du foutage de gueule de haut niveau. Quel intérêt d'aller se protéger du matériel physique quand vous allez partir en bouillie pour un monde spirituel? Je veux dire, quel intérêt? Déjà, c'est déjà pas. Mais je pense que c'est une invention. Je pense qu'ils ont jamais trouvé de gens, parce que quand ils sont exposés, en général, il reste pas grand-chose. Allez savoir qui appartient à qui le bout de ce vêtement, c'est du foutage de gueule. Mais c'est génial, ça marche. Hein. Donc ils ont réussi à cette époque-là à parler d'attentat avec ça. Et à la fin, ça s'est avéré totalement faux. Il n'avait rien à voir, il n'était même pas pratiquant. Il était juste cariste, il avait commencé depuis quelques temps. Ah oui, ils ont trouvé un prétexte. Il s'était accroché avec un de ses collègues quelques jours, ou peut-être même le jour même. Une dispute comme tout le monde peut en avoir. Moi j'en ai eu des disputes au boulot. Punaise, j'en ai eu. Hein. Si jamais à chaque fois l'usine explose ou quand vous êtes là où vous êtes, parce que vous êtes disputé avant, c'est fini. Si vous êtes maghrébin et que vous êtes disputé, on va vous accuser. Voilà. Faut surtout pas s'énerver quand vous êtes musulman ou que de communauté faisant partie de la communauté islamique. Surtout pas. Parce qu'on va vous accuser de tout. Bref, donc à ce moment-là, à ZDF, on a bien parlé de ça. Ils ont tous, ils ont bavé. Alors, l'excuse du côté choc à cause du 11 septembre qui était tellement proche que elle tient la route, mais pas longtemps. Et là maintenant, explosion du même genre, pas d'attentat, rien du tout. Rien. Alors qu'Israël, par contre, là, menace clairement Beyrouth, le Liban, quoi. Parce que le Liban, c'est Beyrouth, là, le cœur. Si vous voulez détruire le pays, c'est la capitale, c'est Beyrouth. C'est pas, vous n'allez pas détruire Baalbek ou Saïda ou je ne sais quel autre endroit de ce beau pays qui était le Liban, qui est toujours, mais qui a été ravagé depuis toujours. Donc voilà, c'est le traitement médiatique, il est vraiment intéressant à observer dans ces contextes-là parce qu'on voit vraiment que la presse, c'est un petit chien, c'est devenu un petit chien. Assise, on lui dit, elle s'assoit, debout, lève la papate, allez, fais un tour sur toi-même. Et celui qui lui donne les ordres, il n'est pas dans votre camp, clairement. Il est dans le camp de personne, il est dans son propre camp et il sait où il doit aller, il a un but. Et la presse, elle est au diapason, elle est au taquet avec, elle le suit au doigt et à l'œil. Il faut juste le savoir. Quand on sait ça, ça reste encore un problème pour beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont aucun autre but, aucune autre source d'information, je veux dire. Ils n'ont aucune source d'information qui peut leur donner un semblant de vérité. Ils se raccrochent à celui qui leur parle. Et celui qui leur parle, bah, c'est la télévision. Pour souvent, la presse, puisqu'on ne peut pas imaginer que ces gens nous mentent vraiment à ce point-là, sans vergogne pendant des années. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Pourtant, c'est pas faute de tous les exemples, de toutes les possibilités de leur prouver qu'il y a eu des mensonges d'État, des complots et des choses, etc. comme ça. Il y en a plein dans l'histoire en regorge, mais ils continueront à dire ouais, mais non. Voilà, c'est toujours ça, oui, mais non. Et ils continueront à dire oui, à manger la soupe qu'on leur servira. Donc c'est magnifique. Donc en guise de conclusion, voilà, que ce soit dans le domaine sportif, donc le domaine le plus futile, hein, ou dans le domaine le plus dangereux, c'est-à-dire la géopolitique, ou qui détruit un pays avec des attentats et avec le conflit au Moyen-Orient ethnico-religieux, la presse a son rôle à jouer et elle le joue toujours. Et c'est l'arme première qui va être utilisée pour endormir les gens. Et c'est encore actuellement vérifiable, probable par les exemples que je viens de citer aujourd'hui. Et voilà, vous savez qui écouter et de qui vous méfier. Vous le saviez déjà, mais là c'est confirmé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, j'espère.